Le président du Conseil national de transition explique que la principale source de la législation libyenne sera la charia, littéralement la loi de Dieu. Fallait-il intervenir en Libye pour se retrouver avec un régime islamique à la place d'un tyran? Il le fallait pour d'autres raisons, pour la menace qui pesait très immédiatement sur des populations civiles qui avaient fait le choix de s'exprimer librement et qui étaient menacées de destruction par les armes de guerre, par le colonel Kadhafi. Nous l'avons fait et nous sommes fiers de l'avoir fait. Il n'y a pas eu en 2011 un nouveau Srebrenica. Il n'y a pas eu des bras croisés devant l'annonce de meurtres qui auraient été perpétués. On peut en être à ce jour certain. Pour le reste, il appartient aux Libyens de construire la Libye de demain. Marine Le Pen a trouvé une formule où elle dit en gros on a dépensé 300 millions pour établir la charia. C'est une provocation stupide, ce qui n'est pas tout à fait étonnant de sa part. La vérité, c'est que sans l'intervention de la coalition, sans le rôle de la Grande-Bretagne et de la France, il y aurait eu les chars russes de Budapest dont parle Marine Le Pen de temps en temps. Ils étaient à Benghazi et ils décimaient des centaines de civils, inéluctablement comme on le voit en Syrie à cet instant. Jean-Christophe Rufin, est-ce que vous continuez à contester cette intervention, même après la chute de Kadhafi? Je pense qu'elle a été menée d'une façon un petit peu moins linéaire que ce que Gérard Longuet vient de nous décrire, c'est-à-dire que les choses se sont faites un peu cul par-dessus tête. On a commencé par reconnaître le Conseil national de transition alors que personne ne savait qui le composait. Et on est passé d'une opération qui était une opération de neutralisation de Kadhafi, qui pouvait se faire avec une exclusion aérienne et éventuellement quelques bombardements autour de Benghazi, à une opération qui était une opération de renversement de Kadhafi, une opération qui a duré 7 mois et demi, qui nous a conduit, avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas beaucoup de soutien sur place, à utiliser tous les moyens. À envoyer des armes dans une région du monde qui est une région extrêmement dangereuse. Nous avons parachuté des armes, nous avons utilisé les forces spéciales, nous avons utilisé des islamistes, alors on en parlera beaucoup des islamistes aujourd'hui, il y a différents types, mais là des combattants islamistes dont certains étaient des gens qui avaient fait leurs armes auprès d'Al-Qaïda. Donc nous avons utilisé tous ces moyens, et puis des renégats du régime de Kadhafi qui aujourd'hui sont dans la mouvance du pouvoir, qui étaient des gens qui avaient torturé les infirmières bulgares, etc. Donc si vous voulez, moi j'étais tout à fait d'accord, si je puis dire, et je pense qu'on doit tous l'être, avec la première phase, qui est une phase de neutralisation. La guerre que nous avons menée, qui était une guerre à outrance contre un régime, c'est tout à fait autre chose. Hubert Védrine, aviez-vous anticipé cette situation, celle qu'on a en ce moment, et pensez-vous qu'il y a effectivement un risque, ce qui revient à dire, fallait-il intervenir en Libye? Au début, le choix, c'était ne pas intervenir, ou au contraire essayer d'intervenir dans le cadre d'une décision de l'égalité internationale, donc du Conseil de sécurité. Il faut se rappeler que la France, dont l'action était honorable, et la Grande-Bretagne n'auraient pas réussi à faire passer cette résolution s'il n'y avait pas eu la demande de la Ligue arabe, d'une bande de zones d'exclusion aérienne, précédée par une demande du Conseil de coopération des États arabes du Golfe dans le même sens, courage qui n'arrive pas à montrer dans le cas de la Syrie parce que c'est un cas plus compliqué, et que s'il n'y avait pas eu ces deux demandes arabes, les diplomaties françaises et britanniques se seraient heurtées à un veto russe et chinois. Et c'est parce que ces demandes que les Russes et les Chinois, qui détestent ce genre d'intervention pour des raisons qui les concernent directement, n'ont pas osé mettre le veto. C'est ça qui a enclenché le mécanisme. L'autre choix, c'était de laisser faire. Donc, laisser faire le massacre de Benghazi. On peut croire Kadhafi et son fils par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ce qui fait que Kadhafi serait devenu, s'il y avait eu cette abstention, cette passivité, le leader de la contre-révolution dans le monde arabe, et il serait là en train d'essayer de déstabiliser la situation en Tunisie, en Égypte, etc. Donc je crois que c'est un choix honorable qui a été fait, mais grâce au concours de circonstances que j'ai rappelé. C'est pas simplement, me semble-t-il, la France parce qu'elle voulait se mettre au premier plan. C'est pas ça l'explication. C'est une explication beaucoup plus vaste. Après, la résolution disait qu'il fallait protéger les civils par tous les moyens. Donc c'est la nature du régime qui a un peu entraîné l'engrenage qui a suivi. Alors bien sûr, il y a une interprétation un peu extensive de la résolution, c'est pas la première fois. Je trouve au total que ça vaut mieux que j'en ai pris l'option inverse. Et on serait dans une situation tout à fait sinistre pour commenter la situation si l'autre option avait été prise. Donc vous nous dites... Non, c'est pas parfait, c'est jamais parfait. Oui, oui, mais vous nous dites, vous, ancien ministre des Affaires étrangères... Je pense qu'il faut assumer. Il y a des dangers à ce type d'opération, mais en gros, ce soir, le peuple libyen est libre. Oui, mais les dangers, vous les avez pas démontrés. C'est pas parce que les nouveaux responsables libyens disent quelque chose qui me semble dans le contexte une sorte de banalité, en réalité, sauf à voir de plus près de quoi il retourne. On va regarder d'un peu plus près de quelle banalité il s'agit. Oui. Oui, non mais regardons, soulevons le couvercle pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas paniquer a priori comme ça.
Souhair Belhassen, Ça n'est pas fini. Quand le mot de charia a été prononcé, qu'a pensé la militante des droits de l'homme que vous êtes? Écoutez, j'ai regretté que des Libyennes et des Libyens soient morts et échappé à la dictature d'un Kadhafi pour tomber sous un asservissement encore plus grand. Et ça, c'est dramatique pour le peuple libyen que de tomber sous la loi charaïque, qui pourtant, dans la mégalomanie de Kadhafi, c'était pas un progressiste ou particulièrement un défenseur de la cause des femmes, comme on le sait, mais Kadhafi avait quand même sur la polygamie progressé, puisqu'il fallait l'accord de la première épouse et que le divorce pouvait être légalisé. Et là, on est pas du tout dans cette conjoncture. Et la charia, reculer et imposer la charia aujourd'hui était quelque chose de terrible. Vous avez parlé d'un risque. Je vous donne tout de suite la parole, monsieur le ministre, mais juste... Il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Décider, comme vous le faites, Yves Calvi, qu'aujourd'hui la charia s'applique en Libye est un petit peu prématuré. Laissez peut-être au CNT, à son Premier ministre, j'annonce qu'elle est annoncée. Elle est annoncée. Elle n'est pas appliquée. Elle est uniquement annoncée. Et le fait de l'annoncer n'est Vous pas... considérez que c'est l'appliquer. L'annoncer, c'est l'appliquer. L'annoncer, en tous les cas, est grave. Ce n'est pas la première... Il y a toujours eu des islamistes en Libye. Non, mais ce n'est vraiment pas, ce n'est pas le vœu de la population, ni le but de la population, ni ce qu'il y a de plus urgent, surtout. Voilà. C'est surtout ça. On ne voit pas la nécessité de l'annoncer de cette façon, sinon d'avoir une espèce d'accord moyen de la population sur une question sur le dos des femmes, bien évidemment. Parce que c'est plus facile. Souhair Belhassen, vous avez expliqué et même parlé d'un risque de retour en arrière à l'iranienne. Donc, je précise pour le ministre Longuet que pour l'instant nous évoquons des analyses qui ne correspondent pas à la réalité qui est pratiquée aujourd'hui en Libye. Merci de le rappeler. Je pensais avoir été assez explicite, mais c'est bien de le refaire. Non, vous étiez catégorique. Vous étiez sur le ton affirmatif. Je suis désolé, Yves Calvi, j'aime beaucoup votre émission, mais vous avez commencé par dire tout ça pour ça, le retour de l'islamisme. Non, pas à cet instant. Pour l'instant, on nous annonce le retour de la charia dans la parole. Une personne a fait une déclaration que nous condamnons c'est totalement. Pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas le Premier ministre, puisqu'il vient de changer, il est nouveau, il n'a pas parlé encore. Alors, il a parlé, et il tient des propos apaisants que je vais citer dans quelques instants, mais attendez, c'est le président du CNT. Si vous désapprouvez ces propos, c'est très intéressant de vous l'entendre dire par ailleurs, monsieur le ministre. Tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses très différentes. Il y avait la nécessité de protéger des populations civiles qui, dans un enchaînement qu'Hubert Védrine a parfaitement restitué, nous ont amenés à intervenir plus que nous le pensions. Et je regrette que Jean-Christophe, pour lequel j'ai le plus grand respect, ait présenté des nuances qui n'ont pas d'importance au regard de l'enchaînement au devant duquel nous avons été confrontés. Ensuite, il y a une construction libyenne. Laissons les Libyens s'exprimer. Tous les Libyens et pas simplement un seul. Et les Libyens se sont exprimés. Le président du CNT s'est exprimé. Et malheureusement, je pense qu'il y aura des élections, exprimé je pense qu'il y aura des dans débats. un sens qui est quand même un signal dangereux. Moi, ça me gêne beaucoup. Excusez-moi, mais il se trouve que vous êtes d'accord. C'est-à-dire que vous venez de dire qu'en effet, il s'est tenu des propos qui peuvent légitimement les propos sont condamnables, inquiéter. Ils n'expriment pas le point de vue du peuple libyen. Nous sommes battus pour que le peuple libyen puisse s'exprimer comme le peuple tunisien vient de s'exprimer. On verra bien une fois qu'il se sera exprimé. Jean-Christophe Ruffin veut réagir. Oui, mais il y a deux choses. D'une part, en tant qu'humanitaire, si je puis dire fondamentalement, moi je suis médecin, c'est vrai que ça me gêne beaucoup qu'une résolution des Nations Unies de type humanitaire ait servi à faire une guerre totale, c'est-à-dire qu'elle ait servi à protéger les populations, c'est une chose. Mais quand on a bombardé Sirte, dont la population était plutôt un soutien de Kadhafi, je veux dire, on n'était plus du tout dans la protection des populations, on était dans l'élimination d'un régime. Ce qui peut, encore une fois, être décidé, c'est une décision politique. On peut très bien dire, on voulait virer Kadhafi. Mais on ne peut pas le faire au nom des humanitaires, parce que dire que c'est une opération humanitaire, c'est à faire 7 mois et demi de bombardement, des largages d'armes, etc. C'est jeter sur les humanitaires. Rappelez, ces bombardements visaient des objectifs militaires pour la quasi-totalité, puisque le gouvernement de Kadhafi, qui a une bonne communication pendant ces 7 mois, s'est efforcé de parler de dommages collatéraux. Il n'en a établi 1 sur 4000 sorties d'avion. Oui, mais enfin, juste pour terminer, il y a aujourd'hui, par exemple, 3 ne mettez pas sur le même plan, qui viennent donc des choses de nature différente. Non, mais vous savez, la subtilité qui est la vôtre n'est pas forcément celle des populations dans les pays où travaillent les humanitaires, et ceux qui retiennent, c'est qu'au nom de l'humanitaire, on envoie l'OTAN. Bon,
Et moi, je sur pense des qu'il faut chars et sur les deux choses. sur des chars, sur des dépôts de munitions, pas sur des populations civiles. Cette opération, au début, était peut-être une opération de protection des populations. Lorsque Benghazi était menacé par des chars, je pense qu'effectivement, au début, il fallait taper un grand coup, faire une zone d'exclusion aérienne. Et les chars ont continué de frapper, cher Jean-Christophe Ruffin. Les 4 chars de Benghazi ne se sont pas arrêtés. Kadhafi a continué à frapper sur les populations avec les moyens dont il disposait. Et il fallait neutraliser ces moyens militaires. On ne pouvait pas s'arrêter tant que les canons, tant que les Scuds libyens frappaient des populations civiles, nous étions obligés de les détruire. Voilà, c'est tout, c'est un rappel factuel. Non, moi je le conteste totalement. Je pense que cet engrenage, en réalité... Vous contestez le fait que seuls des objectifs militaires ont été détruits? Non. Vous vous trompez. Seuls des objectifs militaires ont été détruits. Je conteste le fait qu'une opération humanitaire se fasse à coup de bombardement de l'OTAN. Alors, l'opération n'était pas humanitaire, elle avait pour objectif de détruire des forces, ce qui a été fait. Alors, Hubert Védrine, et après, je reviens à la question qui nous anime ce soir, qui est de voir réapparaître des régimes islamistes. J'ai une question à poser à Mathieu Guider. Je serai très court. Je voudrais rappeler que la résolution 1973, qui a été votée par le Conseil de sécurité en invoquant le chapitre 7, c'est-à-dire le recours à la force, ce qui est très rare, très rare, que les 5 membres permanents qui ont le droit de veto soient d'accord là-dessus. Il faut peut-être remonter à la résolution après l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. On a très peu par rapport à ça. Elle a été votée au nom de la responsabilité de protéger, mais c'est pas le terme humanitaire. Responsabilité de protéger, qui est le concept que Kofi Annan a fait adopter quand il a voulu se débarrasser du concept français de droit d'ingérence, qui était une impasse complète et que personne n'acceptait à l'ONU. Et cette responsabilité de protéger, dans certains cas, avec certains types de régimes, qui ont le comportement qu'on a vu, en réalité, c'est vrai qu'elle va très loin. Mais bon, c'est lié aussi à la nature du régime et à son comportement. Peut-être que si on ait pu s'arrêter, si le régime était d'une nature telle que c'est pu s'arrêter, ça aurait entraîné la division de la Libye en deux. Mais donc, pardonnez-moi, vous nous dites qu'il y avait un mandat très clair de protection de la population. Qui va plus loin. Le CNT le 11 mars quand même. On a reconnu le CNT le 11 mars. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Christophe Ruffin? C'est-à-dire que la France a reconnu un autre pouvoir à la place de celui de Kadhafi le 11 mars. C'est-à-dire qu'on est passé à ce moment-là à quelque chose de tout à fait différent qui était la reconnaissance d'un autre pouvoir et la mise en place d'une machine de guerre pour installer ce pouvoir. Avec tous les moyens. Il n'y a pas eu d'invasion terrestre. Par tous les moyens. La guerre totale, c'est la guerre en Irak 2003. Oui, mais justement, comme il n'y a pas eu d'invasion terrestre, on a utilisé ce qu'il y avait sur place. C'est-à-dire en particulier les islamistes armés.